Bonjour chers collègues, désolé du retard accusé pour la mise en place de cette vidéo. Donc sans plus tarder, je vais défiler les différentes diapositives qu'on a pu voir lors de notre séance de formation en QGIS et ArcGIS ou ArcMap pour vous permettre d'ores et déjà de disposer des différentes diapositives que vous pourrez toutefois mettre sous pause pour pouvoir les défiler. Donc, ce didactèle sera élaboré pour vous permettre d'appréhender l'ensemble de tout ce que nous avons pu voir pendant notre formation en présentiel sous les logiciels QGIS et ArcGIS. Donc, je me présente à nouveau. Je m'appelle Kroma Emmanuel. Je suis expert national en géomatique et gestion de bases de données au compte du programme Environnement PNUD Guinée. Donc, cette présentation sera basée sur les différentes thématiques telles que nous aurons un avant-propos. Dans ce plan de présentation, vous verrez également ce que c'est qu'un site, les domaines d'application d'un site, les différentes composantes, les 5 fonctionnalités, les avantages de l'utilisation des sites, les notions, ainsi de suite. Et à la fin, nous ferons notre démo par rapport à tout ce que nous avons pu voir dans le logiciel QGIS et ArcGIS. Donc, un avant-propos, nous avons déjà défini en présentiel les différents lexiques nous permettant d'appréhender le jargon cartographe en ce qui concerne le géoréférenceur, le géoréférencement, les données alphanumériques ainsi que l'information géographique à la différence de l'information tout court, les données vectorielles et les données raster, la progression cartographique, les SIG ou GIS en anglais et le mot ESRI, l'Environmental System Research Institute. Donc, toujours dans l'avant-propos, nous avons vu les différents concepts à penser de façon géographiquement, un système d'information géographique. Vous pouvez toutefois mettre en pause pour pouvoir les lire. L'objectif de cette vidéo, c'est pour pouvoir faire quelques prises en main avec vous afin de rester toujours dans la gamme de l'apprentissage. Donc, les différentes composantes. Vous verrez ainsi le fonctionnement d'un site par rapport au stockage, par rapport à la référence géographique, l'information géographique, les modèles vecteurs, où on a parlé des données en shapefile, point, ligne, polygone, ou des entités linéaires, ponctuelles et polygonales. Les données raster qui sont composées de pixels et qui ont une extension JPEG, TIFF, ainsi de suite. Nous avons parlé des principales fonctionnalités d'un site qui se résument en cartographie et visualisation, la saisie, la manipulation, la gestion, permettre la mobilité supervisée, analyser et faire des analyses spatiales dont nous avons pu en débattre en présentiel, la conception et la planification des études de collecte des données, l'interrogation et l'analyse des données, comment décider, parce que nous savons tous que quand nous appliquons les SIG dans la conception et la visualisation, c'est pour permettre d'aider aux décideurs de mieux s'orienter dans leurs décisions et de mieux appréhender cette planification pour pouvoir être plus pratique dans la décision. Nous avons l'implication car quand on parle d'un SIG, d'un système géographique, il faut retenir que vous devrez pouvoir communiquer et collaborer avec des tierces, avec les citoyens et des communautés d'intérêt. Partager et collaborer, la visualisation des exemples d'application des SIG. Et pourquoi QGIS? Car il est différent d'ArcGIS. Nous avons dit que QGIS est multiplateforme. Il peut s'installer sur Mac OS, Windows et Linux. Il est gratuit. Il est open source. Et il s'adapte à l'évolution, c'est-à-dire que
il est en constante évolution parce que n'importe qui peut ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorer celles qui existent déjà. Même si déjà que vous pensez à une certaine fonctionnalité dans QGIS, après une certaine mise à jour, vous trouverez que déjà quelqu'un a pu y insérer. Donc il vous suffira tout simplement de faire des mises à jour. Parce que toutefois, il y a des gens qui sont constamment, il y a une communauté qui est autour de QGIS, qui sont constamment en train d'améliorer QGIS en fonction des besoins qu'on rencontre des jours en jour. Donc c'est pourquoi il est vraiment pratique. Et nous allons faire nos didactèles dans QGIS ainsi que dans ArcGIS. À la différence d'ArcGIS, lui, il est payant. À moins que tu installes la version Karaké. Et cela retient que ça a des coûts. Merci. Donc, pourquoi ArcGIS? Donc, on dit ArcGIS Pro, c'est une puissante, d'accord, application. Comme je vous l'ai dit, quand on dit ArcGIS, c'est un package. Il est différent de QGIS. ArcGIS, c'est un package parce que tout simplement, en ArcGIS, nous avons ArcMap, ArcGlobe, ArcToolbox et ArcScene. D'accord? Et quand on dit paquet, c'est comme quand on dit par exemple Pack Office. Donc dans Pack Office, nous avons Word, Access, PowerPoint et Excel. Donc quand on dit paquet, c'est un package de logiciels. Pourquoi ArcGIS? Comment intégrer les données issues de plusieurs sources, comment visualiser les données, comment modifier et analyser les données, une application web, une carte, les vues. Et voilà ce qui prend fin notre présentation. Donc rapidement, nous allons commencer à voir cette prise en main depuis l'intégration des données, les différentes vues de la carte, la manipulation des données vectorielles, les différentes analyses qu'on peut faire par rapport à ces données, l'édition des données, jusqu'à la production des cartes. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prise en main de l'outil de façon autodidacte. Merci. Donc, ici, c'est quoi QGIS? C'est très puissant que j'aime bien utiliser parce que c'est un logiciel flexible qui se réadapte au contexte, où toutefois on intègre de nouvelles extensions au greffon et qui est facile à utiliser. Il y a toujours une ou deux procédés pour faire la même chose dans QGIS. Toujours. Donc, les données vecteurs. Nous avons dit que par rapport aux données vecteurs, les données vecteurs sont utilisées pour représenter les entités du monde réel dans un cycle. Et donc, pour représenter les données vectorielles, comme vous le voyez ici, les données vecteurs peuvent être représentées par des points, comme on peut représenter une capitale à l'échelle mondiale, par des lignes pour représenter des cours d'eau, des routes, des lignes électriques, comme on peut représenter par des polygones pour représenter des forêts, des terrains de foot, est-ce que vous comprenez, un pays, ainsi de suite. Donc, les données vectorielles sont des entités ponctuelles, linéaires et polygonales. Donc, une entité vectorielle peut avoir une géométrie de type point, ligne, polyligne ou polygone. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on dit entité ponctuelle, c'est-à-dire que c'est une coordonnée X, Y et éventuellement Z. Donc, pour une ligne, c'est une succession de points et pour un polygone, c'est une ligne fermée. Donc, nous avons pu déjà débattre de tout cela en présentiel. Donc, nous verrons dans la suite de ce tutoriel la numérisation et la création des données. Nous avons aussi la numérisation et la création des shapefile. Donc, numériser, c'est le processus de capturer. Quand on dit capturer, ça veut dire dessiner. D'accord? Capturer des informations de géométrie et d'attributs. Comme je vous l'ai dit, quand on dit d'informations de géométrie et d'attributs, ceci constitue ce qu'on appelle ici notre information géographique. Parce que l'information géographique, elle est composée de données attributaires, d'accord, et des données spatiales. Et on dit que les données attributaires, ce sont les données qualitatives et quantitatives. Et quant à la donnée spatiale, ce sont des coordonnées GPS. Donc les données SIG peuvent être stockées dans une base de données comme un fichier au format couramment utilisé en shapefile, DBS et SHP. Et toutefois, je vous ai transféré les différentes significations par rapport à ces extensions.
Nous verrons comment créer une couche vecteur pour déterminer à la fois quel type de géométrie et quel champ d'attributs elle contraindra. À retenir que quand on parle des champs, d'accord, ce sont des colonnes, et quand on parle de valeurs, ce sont des lignes contenues dans une table attributaire. Donc les tables attributaires peuvent être des entités, nombres entiers à virgule flottant pour des CSV commencés par ta virgule et des caractères en mots ou des dates. Dans les données raster, très important, les données raster sont une grille de pixels à taille régulière. Comme je vous l'ai dit, les données raster sont composées de pixels. OK? Et les extensions sont TIFF, PNG, JPEG, désolé, ainsi de suite. Donc, chaque pixel ici détermine une couleur, OK, à bande unique. Donc, les systèmes de coordonnées de référence. Les projections des cartes figurent la surface de la Terre sur une représentation à 2 dimensions, sur une feuille de papier ou sur un écran d'ordinateur, à 2 dimensions X ou Y, la longitude et la latitude, quelquefois la latitude. D'accord? Donc, un système de coordonnées de référence défini avec l'aide de coordonnées comment des lieux réels sur Terre sont projetés sur un plan à 2 dimensions. Donc, il y a 2 types de systèmes de coordonnées de référence. On a les systèmes de coordonnées géographiques et les systèmes de coordonnées projetés. D'accord? Nous avons déjà eu à parler de cela, à parler de la différence entre les 2 systèmes de coordonnées. Donc, on a la production des cartes, les éléments de cartes. La production des cartes signifie arranger les éléments de cartes sur une feuille de papier concernant le titre, d'accord, la légende, d'accord, les sources, c'est-à-dire les données qui ont été utilisées pour confectionner la carte, la flèche du nord, le canevas de la carte, et parfois aussi des mini-cartes pour faire ressortir l'endroit où la carte a été tirée, et l'échelle. Donc, vous verrez quelques éléments de définition. Donc, nous allons passer à un démo rapidement pour vous montrer comment faire une prise en main dans QGIS et également dans ArcGIS. Bienvenue dans ces démos. Avant bien de pouvoir parler du démo ou de pouvoir utiliser le logiciel, il sera important de partager avec vous le portail qui va permettre non seulement de télécharger le logiciel, mais aussi le manuel d'utilisateur. Donc, vous pouvez partir sur qgis.org, télécharger le logiciel. Vous verrez toutes les versions ici. Téléchargement à partir de l'installateur. Nous avons, pour ceux-là qui utilisent d'autres systèmes, la dernière version, on dit la version la plus stable. Je vais traduire étant donné que nous ne sommes pas anglophones. Donc, l'installateur automatique avec son package. Donc, vous pouvez toutefois télécharger le logiciel pour Windows, pour Mac Office, Mac OS, pour Linux, pour le BSD et pour les applications mobiles, et plutôt des appareils mobiles ou des tablettes. Donc, étant donné que nous utilisons un système Windows, nous allons ouvrir ce système pour voir la dernière version qui est disponible. Donc, c'est une version stable et c'est une version en perpétuelle amélioration qui est en train d'être améliorée. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger la version qui vous conviendra au mieux. Donc, nous avons téléchargé notre appli, d'accord? Et du coup, nous n'allons pas le faire maintenant, mais nous allons directement aller dans l'installateur. Donc, bienvenue dans ce démo QGIS. Voilà l'interface. Désolé que ce soit en noir, parce que j'aime bien le fond noir. Mais qu'à cela ne tienne, je vais augmenter la luminosité pour que vous puissiez déjà voir mon écran. Donc, nous avons ici les barres de menu. Cette barre de menu est là. D'accord. Nous avons pu défiler sur chaque barre de menu pour pouvoir
en débattre sur les différents outils qui sont intégrés par rubrique. Nous avons dans la rubrique projet comment créer un nouveau projet, comment ajouter un modèle, ouvrir un projet déjà enregistré, ouvrir un projet depuis un jeu package, fermer le projet, enregistrer sous, propriété de la page, c'est-à-dire de la couche plutôt, la nouvelle mise en page, d'accord, ou avec le raccourci plutôt CTRL P. Nous avons le mode éditeur, d'accord, qui ne s'active que lorsque vous avez une couche en mode édition, la vue, d'accord. Nous avons la couche où toutefois nous avons vu la possibilité de pouvoir créer un shapefile. Nous avons les préférences, les extensions où nous avons vu à partir de l'installateur comment installer un griffon ou une extension. Nous avons vu la rubrique vecteur pour les différents jeux de traitement que nous verrons dans la suite de cette prise en main. Nous avons vu les rasters, d'accord, dans ArcGIS également, la base de données, l'internet, maillage, traitement. Donc ici nous avons la barre d'outils de traitement, nous avons l'explorateur, d'accord, nous avons la couche, les différentes couches, nous avons la boîte à outils de traitement et ici nous avons notre canevas de cartes. Donc nous avons notre canevas de cartes. Sans plus tarder, nous allons déjà importer une couche. Donc pour pouvoir ajouter notre donnée, nous avons vu plusieurs possibilités. Donc la première possibilité que je vous ai montré, c'est à partir de vecteurs. Pour ajouter les données vecteurs, bien sûr, vous tapez plutôt sur couche, gestionnaire des données, ou ajouter plutôt une donnée. Ok, ça c'était la première méthode, ajouter une couche. Pour ajouter une couche, vous avez une couche vecteur pour les données vecteurs, une couche raster et une couche de test délimité pour les CSV, une couche PostGIS pour les données stockées dans PostgreSQL, une couche SpatiaLite qui sont stockées comme base de données en SpatiaLite, une couche de MySQL DB Oracle qui sont stockées dans les différentes bases de données, des différentes MySQL DB Oracle et MySQL. Nous avons les données ajoutées par couche X, Y, Z, de Web Feature Service et ajouter une couche de tuiles vectorielles. Donc pour ajouter notre couche vectorielle, nous cliquons tout simplement avec un seul clic sur ajouter une couche vecteur. Donc quand vous cliquez, il va vous sortir l'interface d'ajout des données vectorielles. Donc pour ajouter votre couche, vous allez tout simplement cliquer dans le jeu de données vectorielles pour aller chercher votre fichier, votre couche. D'accord? Par défaut, vous aurez les données avec différentes extensions, comme je vous l'ai dit. Pour la couche capitale préfecture, vous verrez que nous avons la couche qui est répétée avec le nom, mais dans les différentes, il est différé par les extensions. Nous avons le CHS, le SHP, le SBX, le CBN, le PRJ, le DBF et le CPJ. Donc ces différentes extensions accompagnent cette couche, c'est-à-dire cette couche de forme, cette couche vectorielle, afin qu'elle puisse être utilisée dans notre QGIS. Quand une de ces extensions par couche est supprimée, la couche va se présenter avec des erreurs dans notre canevas de cartes parce que chaque couche a un rôle important à jouer. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ces différentes définitions. Donc, un shapefile est en réalité composé de plusieurs fichiers et les trois suivants sont requis. Le point SHP, c'est le fichier contenant la géométrie des entités.
Le DBS, c'est le fichier contenant les attributs au format database. Le point SHX est le fichier d'index. Et le point PRJ contient les informations sur le système de coordonnées. Nous avons aussi les autres extensions. Le CSV commencé par une virgule, données séparées par une virgule. Le GPX, le JoJoSOM, le MAPE, le point DT et le Wikit. Nous avons les extensions par rapport aux images satellitaires. D'accord, les ASCII, les TIFF, surtout, pour le logiciel Idris Raster, ainsi de suite. D'accord. Donc, dans l'ajout des couches, rapidement, nous allons cliquer sur notre explorateur, aller chercher pour des données vectorielles, comme je vous l'ai dit. La donnée que nous devons ajouter doit avoir l'extension le point SHP. Si toutefois, dans votre vue, vous êtes confus, vous pouvez tout simplement appliquer un filtre en cliquant sur Esri Shapefile. Il va filtrer et il va vous montrer que les données en point SHP. Donc, nous allons ajouter notre sous-préfecture. Ok, nous allons la cocher. Et vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs en cliquant sur contrôle et sélection. Cela vous permet de pouvoir importer plusieurs couches à la fois. Donc, dans notre cas, nous allons importer notre sous-préfecture et nous allons cliquer sur ajouter. Du coup, nous avons la couche de notre sous-préfecture qui est ajoutée à notre canevas de carte. D'accord? Et ceci était la première option pour ajouter notre couche. La deuxième option que j'apprécierais beaucoup, c'est à partir du Data Source Management. Dans Data Source Manager, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter les différentes couches. D'accord? Il se comporte de la même façon, mais il est encore plus efficace. Comme je vous l'ai dit dans QGIS, il y a plusieurs procès pour arriver à la même souche, à la même activité. Donc, il y a plusieurs manières d'importer la couche. Ça, c'était la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, vous pouvez faire clic, copier, déposer. Vous prenez la couche, vous la glissez, déposer dans le canevas de la caille et la couche s'ajoute automatiquement. Donc, nous avons déjà débattu par rapport aux différentes données qu'on pourrait passer pour les ajouter. Et ce qui fera l'objet ici de notre démo, c'est les données vectorielles, les données raster et les données CSV, les tests délimiteurs. Donc, nous allons voir comment importer ces différentes données. Donc, ça, c'était par rapport aux données raster. Nous avons les différentes informations à partir d'un clic droit pour zoomer sur la couche, copier la couche ou la renommer, dupliquer la couche ou la supprimer, ouvrir la table attributaire qui est composée de champs en colonne et de valeurs en ligne, composée d'informations descriptives et spatiales. Nous avons ici la possibilité de pouvoir entrer en mode édition, de faire des filtres, de changer la source des données, de définir l'échelle de visibilité par rapport à la vue, à partir d'ici, d'exporter par sauvegarde, c'est-à-dire de sauvegarder ou d'enregistrer les entités, de modifier les styles, c'est-à-dire par rapport à la symbologie, ok, et d'en ouvrir les propriétés de la couche. Donc, dans la propriété de la couche, vous avez la possibilité de pouvoir construire des requêtes sans passer par là pour construire les filtres et d'en construire ici. D'accord? Vous avez la possibilité de pouvoir jouer sur la symbologie par rapport à la couche, que je vais tout à l'heure essayer de changer la coloration. Ok? Vous avez la possibilité de pouvoir étiqueter votre couche en y cliquant sur la petite fléchette et choisir étiqueter simple et de pouvoir, dans la valeur, comme je vous l'ai dit, les valeurs sont dans la table attributaire au niveau des lignes, voilà ça. Et pour pouvoir sélectionner les valeurs qui sont contenues, qui veut montrer le nom
vous vous référez automatiquement au champ qui contient ces différentes valeurs qui est nommé ici près. Donc, je vais désélectionner ces entités qui sont sélectionnées et de revenir dans ma propriété à l'onglet étiquette et de choisir étiquette simple pour pouvoir étiqueter ma couche et de sélectionner le champ près qui contient les valeurs de nom de ma sous-préfecture et de pouvoir jouer sur la taille pour en augmenter ou de créer des tampons par rapport à l'écriture. Vous verrez toujours un aperçu par rapport à la manipulation de tout ce que vous ferez ici dans l'aperçu. Quand nous changeons le fond, vous verrez que le fond a changé. Quand je remets par défaut, vous voyez le blanc. De mettre le masque, ok, le masque est activé, ou de le désactiver. De mettre un arrière-plan de fond que nous pouvons choisir par différentes colorations que je vais laisser. De mettre l'homme, de pouvoir concaténer, d'accord, et de pouvoir choisir la position de votre entité sur la carte. Vous pouvez l'obliger à être autour du centroïde, à le forcer ou le mettre en dehors des polygones, ou le décaler par rapport au centroïde, ou utiliser le périmètre, c'est-à-dire que ce soit dans le périmètre de la couche. Vous pouvez toutefois changer le rendu par rapport à la visibilité. Donc, nous pouvons toutefois concaténer notre champ par ID dans champ et valeur pour pouvoir voir déjà les champs et les valeurs. Quand on dit champ et valeur, cela devrait automatiquement vous faire penser à la table attributaire. Donc, dans champ et valeur, je vais double-cliquer sur Pré-ID et mettre le moins. Donc, de pouvoir concaténer l'information, c'est-à-dire que vous aurez toujours un aperçu, d'accord, de pouvoir concaténer deux champs pour nous sortir les différentes informations. Donc, nous avons le pré-ID qui va nous donner les chiffres, les numéros. Nous avons concaténé, revenir dans la ligne concaténer pour donner les préfectures, comme vous le voyez. Nous allons appliquer, augmenter la taille d'un texte à 13, déjà c'est bon, je vais aller à 15, et dans appliquer. Donc vous verrez que pour Conakry, vous avez 2 BOFA, 9, ainsi de suite, 9 du Bricard, Conakry, 4 Conakry, 4 Conakry. Donc vous voyez que nous avons pu en associer 2 informations pour pouvoir étiqueter notre couche de sous-préfecture. Donc nous pouvons concaténer jusqu'à 3 ou 4 ou 5 informations, d'accord, ou toutefois nous pouvons créer des infos bulles. Nous verrons à la suite de cette vidéo interactive. Donc ça c'était pour ajouter la couche. Donc nous pouvons toutefois double-cliquer pour aller directement dans la propriété de la couche et de pouvoir jouer sous la symbologie, d'accord. Donc nous allons jouer sous la symbologie pour changer la coloration et cliquer OK. Donc nous avons pu changer la coloration. Toujours dans la symbologie de la couche, nous pouvons dans le remplissage simple définir la couleur du remplissage. OK. Vous double-cliquez. Définir le style de remplissage, si c'est en trait continu ou discontinu. Nous allons prendre en densité 6, par exemple. Les couleurs des traits, c'est-à-dire la bordure, au niveau de la bordure. D'accord? Nous avons la couleur de la bordure qui est en noir. La largeur des traits, d'accord? La largeur des traits, toujours de la bordure. Vous pouvez en ajouter. OK?
Donc, en fonction de votre représentation ou la symbologie cartographique pour faire votre carte, vous pouvez toutefois jouer pour représenter au mieux votre carte pour qu'on puisse vous lire. Car il est dit qu'une carte bien faite vaut qu'un long discours. Donc, je vais appliquer pour voir les modifications qui ont été apportées. Donc, comme vous le voyez, nous avons ici changé de coloration, augmenté les bordures par coloration et la taille, et ainsi notre étiquette qui a été concaténée par l'ID qui est ici le nom, d'accord, la numérotation, et par préfecture. Donc ici c'est en guise d'exemple par rapport à la manipulation dans la couche. Donc sans plus tarder, nous allons voir le géoréférencement. Donc pour le géoréférencement, nous avons vu comment pouvoir associer les différentes fonds des cartes en venant pour nouvelles connexions, d'accord. Les différents URL que je vous ai partagés à les intégrer ici, à donner un nom par rapport à votre fond des cartes et à en ajouter. Automatiquement, ils vont se retrouver ici. Donc, nous allons importer le fond des cartes au point suivant en double-cliquant dessus. Il va se retrouver dans notre couche. Cela est une première possibilité par des liens URL que je vous ai transférés. La deuxième possibilité pour ajouter des fonds des cartes, c'est de venir dans l'extension, dans l'installateur des extensions, de taper OSM et sélectionner Quick Map Service. Ce Quick Map Service vous donne un panoplie de fonds de cartes. Donc, et que vous l'installez. Chez moi déjà il est installé. D'accord? Donc, quand je viens dans Internet, dans Quick Map Service qu'on vient d'installer, nous aurons les différents fonds de cartes. D'accord? Pour Esri, pour Google, d'accord? Comme vous le voyez, Google, Hybrid Labeling, Road, Satellite, Terrain, Trafic, d'accord? Nous avons les données OpenSeamap, nous avons les données OSM, d'accord? Pour OSM humanitaire, OpenStreetMap, d'accord? C'est ce qu'est la OpenStreetMap. OSM humanitaire, standard, monochrome, topo, OSM, TrueMap, Trick, ainsi de suite. Nous avons assez de fonds de cartes. Donc ça c'était la deuxième possibilité. Vous l'installez simplement et vous venez dans Internet, vous le retrouverez ici. Et comme ça, vous aurez la possibilité de voir les images BIN, d'Esri, BIN, Esri et d'OpenStreetMap. Donc nous allons zoomer sur notre fond des cartes. D'accord? On va géoréférencer par une méthode, bien sûr, notre carte. Par cette méthode, nous allons géoréférencer notre carte. Donc, pour le faire, nous venons dans Raster, géoréférenceur, d'accord? Et notre outil de géoréférencement s'ouvre. Nous allons importer notre image qui est là, d'accord? Elle est un peu floue. Nous pouvons prendre la main pour pouvoir naviguer sur la carte. C'est flou, d'accord? Sûrement ça a été mal téléchargé, mais néanmoins en guise d'exercice. Nous allons pouvoir créer des points depuis le Caneva. Pour pouvoir caler notre carte depuis le Caneva. Ainsi de suite. Donc après avoir calé mon image, d'accord, ok, là toutefois vous avez la possibilité, si une image vous vous êtes trompé sur une image, vous pouvez toutefois la supprimer en la sélectionnant. Quand vous la sélectionnez, vous la supprimez à partir d'ici, ok. Donc si je vais prendre la main pour pouvoir naviguer dans mon Caneva des cartes,
je vais pouvoir paramétrer, d'accord, mon outil de traitement qui est déjà préconfiguré. Nous avons la partie linéaire, le plus proche voisin. Nous avons le CS cible, c'est WGS84. Ok, Word Genesis System 1984. Si toutefois il n'est pas défini, vous pouvez venir dans l'outil pour le prédéfinir en tapant sur le feed pour rechercher WGS84. Ok, donc nous avons ça ici. Donc vous avez la possibilité d'enregistrer les points de contrôle, créer un fichier en Word, ok, de pouvoir générer une carte en PDF en partir de l'explorateur pour pouvoir l'enregistrer et de le charger dans QZ lorsque le processus est terminé. Donc nous allons cliquer sur OK et nous allons lancer notre outil de géotraitement. Donc comme vous le voyez que notre outil. Ok, on va continuer. Donc vous avez toutefois la possibilité de pouvoir supprimer les points que vous créez si toutefois il y a erreur dans le positionnement d'abord. D'accord, donc du coup je voudrais supprimer ce point. Je peux revenir tout simplement sélectionner l'outil de suppression, cliquer sur le point, tada, et le point va disparaître. D'accord, donc ça c'est le géoréférencement et nous l'avons lancé. Automatiquement, si je fais, la carte va s'ajouter sur notre canevas de cartes dans QGIS. Donc comme vous le voyez, nous avons notre carte qui a été géoréférencée, okay, qui s'est positionnée de façon avec exactitude sur notre fond de carte OpenStreetMap. Donc pour pouvoir mieux élucider cette approche, nous allons double-cliquer sur la couche et jouer sur la transparence jusqu'à 30, valider, et vous verrez que nous avons notre carte qui est moins opaque et qui est bien positionnée sous notre fond de carte OpenStreetMap. Si toutefois j'ajoute notre couche de fond, vous verrez que cette couche de fond aussi a été positionnée avec exactitude sur notre fond de carte OpenStreetMap et ainsi que sur notre fond de carte digitalisé. Donc, ça, c'était le processus de digitalisation. Nous allons voir tout à l'heure le processus de création des données, donc que j'appellerai numérisation. Donc, ici, nous allons essayer de remettre l'opacité à 70 pour pouvoir mieux voir les entités que nous allons vouloir numériser. Donc pour numériser une entité, on va prendre l'entité ponctuelle par rapport au capital, d'accord, national capital, capital national, ok, dans la légende ici. Nous allons venir dans vecteur, plutôt dans couche, ajouter une couche, vecteur. Donc dans ajouter une couche vecteur, plutôt, il dit ajouter, créer une couche vecteur, nous allons taper sur nouvelle couche shapefile. Donc dans cet onglet qui va s'ouvrir, d'accord, nous allons taper sur parcourir pour aller nommer notre fichier que je vais nommer tout à l'heure dans mon dossier de travail, data.exo, point capital, de 8 capital, ok. L'extension déjà ça sera par chp.shp en shapefile. Nous allons laisser le codage du fichier UTF-8 pour pouvoir prendre des caractères ASCII. Le type de géométrie, étant donné que nous voulons prendre des capitales, on va prendre point. Ok. Donc plutôt les coordonnées géographiques, nous allons laisser par WGS84. Ok. Puisque nous allons prendre les données de capital dans la zone 28 non et dans la zone 29 non. Donc on va laisser juste sur WGS84. Nous allons entrer les champs et mettre name,
Donc, le type de champ, c'est le texte et la longueur 80. Je vais ajouter. Nous allons mettre la taille. OK. Pour la taille, le type de données est numérique, donc nombre entier de 10. Je vais ajouter. OK. Vous avez la possibilité de mettre ce nombre décimal. On a déjà vu ça pendant la formation. Et toutefois, je reviens dessus pour vous dire que dans la table attributaire, les champs sont dans la colonne et les valeurs sont dans la ligne. Donc, juste après tout cela, nous cliquons sur OK. D'accord? Automatiquement, notre couche est créée dans le volet couche. Pour pouvoir à présent numériser ces entités ponctuelles sur la carte, nous entrons automatiquement en mode édition. Donc, quand nous entrons en mode édition, ça veut dire que nous pouvons éditer la couche. Et cette mode édition ne fonctionne que pour les données vectorielles, .shp. Donc, pour créer les différentes couches, nous tapons sur ajouter une entité ponctuelle, la troisième couche, il y a toujours l'infobus, et nous commençons à numériser. Rappelez-vous, il faut zoomer à une certaine échelle pour pouvoir être dans la précision. OK? Donc, ici, on a une entité ponctuelle avec l'ID, le premier ID. Le nom, c'est Conakry. La taille, c'est en termes d'exercice, 12. Et on tape OK. Notre première entité a été créée. Donc, on va continuer pour la deuxième entité vers Cancan. Donc, ça fait 2. Même. Cancan. Taille 50 en termes d'exercice. Donc nous avons notre troisième entité, on va prendre à 0 près. 3. Zéro près. Taille 100. OK? Donc on va se limiter ici. Je vais augmenter juste la B. OK. Donc, du coup, nous avons numérisé nos entités ponctuelles sur la carte. C'est ainsi que nous pouvons numériser nos entités. Après la numérisation, vous aurez la barre d'outils de numérisation avancée que nous avons vue par rapport à la rotation pour pivoter l'entité, par rapport à ajouter une partie par rapport à l'entité et supprimer une partie de l'entité. OK? Donc, ici, nous avons les entités ponctuelles. Nous pouvons enregistrer par cet outil ou comme enregistrer et quitter le mode édition. Une pierre deux coups. Donc ça, il vous propose d'enregistrer et il quitte en mode édition. Ça veut dire que votre entité est prête à être manipulée dans la propriété de couche. Dans la propriété de la couche. Donc pour les entités ponctuelles, dans la symbologie, vous pouvez non seulement choisir les icônes qui vous sont proposées, d'accord, ou toutefois rempli avec les symboles SVG. Donc vous cliquez d'abord sur symbole simple, vous cliquez sur la fléchette pour choisir symbole SVG. Donc avec les symboles SVG, vous pouvez choisir différents symboles pour pouvoir illustrer au mieux votre entité ponctuelle. Donc quand vous sélectionnez, vous avez la possibilité de pouvoir augmenter la largeur et la hauteur de façon simultanée, car ils sont cadenassés. Donc dès que vous décadenassez, là vous pouvez ajouter la taille de la largeur, plutôt vous pouvez augmenter la largeur sans toucher à la hauteur. Mais une fois cadenassé, les deux augmentent de façon, d'accord, et toutefois vous pouvez décadenasser et ainsi vous pouvez simplement augmenter la largeur sans toucher à la hauteur. OK? Donc nous allons cadenasser pour continuer à augmenter la taille. Et quand vous augmentez, vous avez l'aperçu là. L'aperçu de votre entité qui va s'afficher là. OK? Donc je vais aller jusqu'à 10 et je vais valider. Ça c'est par rapport à la symbologie. Toutefois, je vais profiter faire l'étiquetage. Je vais mettre étiquette. D'accord? Et laisser sous la valeur name parce que c'est cette valeur qui contient notre donnée. Quand je clique sur OK, nous aurons Conakry. D'accord? Ici Conakry, vous voyez le nom de l'AB est là. Voilà, le nom de l'AB est là.
Cancan 0 Corée. Si toutefois je vais associer avec la taille, là je vais concaténer mon étiquette. Dans propriété, symbologie, je viens dans Espilon et je tape line, concaténer, line, champ et valeur, taille. Donc nous avons concaténé l'ID, le nom et la taille pour cette couche. Par rapport à l'étiquetage, on a déjà vu comment pouvoir jouer par rapport à ces différentes rubriques dans l'augmentation de la taille et le style, la police, le formatage, les zones tampons, et vous aurez toujours un aperçu là. Donc je vais sauvegarder. Donc du coup vous avez les 3 informations qui ont été concaténées, l'ID, le nom et la taille. D'accord? Donc avec ces 3, nous pouvons créer notre labeling. Donc nous allons voir également la possibilité de pouvoir créer une entité linéaire dans couche, créer une couche, nouvelle couche shapefile et créer notre entité linéaire. On va mettre route nationale. Nous allons choisir le type de géométrie qui est une entité linéaire et nous allons mettre le nom qui est le type données test et ajouter. Le ID c'est la clé. La clé là restera toujours ici par défaut. Donc une fois que notre entité linéaire est créée, nous entrons automatiquement en mode édition et nous prenons cet outil qu'on appelle ajouter une entité linéaire. Donc pour ajouter notre entité linéaire, nous zoomons pour mieux voir la route et nous commençons à numériser. L'action de pouvoir créer la donnée sur une carte digitalisée est appelée la numérisation. Et cela doit être fait avec plus d'attention. Parce qu'il faut zoomer pour pouvoir numériser. Mais en termes d'exercice, nous, on va aller un peu plus vite. Car pour éviter à ce que notre vidéo tutoriel autodidacte soit plus d'1 heure. Voilà. Donc, quand vous finissez, vous faites un clic droit pour arrêter et entrer les informations pour mettre la N3 nationale sans thème d'exercice. Donc, nous avons notre route. Pour mieux la visualiser, vous pouvez désactiver les différentes couches qui sont là. Comme ça, nous avons notre route qui est sur la carte. Ok? D'accord. Donc, ici, vous avez toujours l'option d'édition avancée que vous pouvez toujours l'activer à partir de cette rubrique de panneau. Et quand vous finissez, vous tapez sur enregistrer et arrêter la modification. Vous avez la possibilité de double-cliquer ou de cliquer sur clic droit propriété pour aller dans la propriété de la couche, jouer sur la symbologie de la couche en y choisissant des couleurs. Ok. Augmenter la largeur de la route et le décalage, ça, il n'est pas utile. L'étiquetage par rapport aux attributs qui ont été associés, augmenter la taille et valider la N1 et voilà la route. Donc comme je vous l'ai dit, par rapport à la disposition des données cartographiques, nous commençons toujours par des points, des lignes et des polygones, enfin les fonds de carte. Donc ça c'est la disposition par rapport aux couches dans l'explorateur de couches. Donc ici, nous allons positionner d'abord les points, les lignes et les polygones, ainsi suit les fonds de carte. Voilà en quelque sorte comment numériser, plutôt dit géoréférencer une carte et numériser les données qui s'y trouvent dans la carte. Tout à l'heure, nous allons essayer de revenir dans notre travail pour pouvoir créer des infobulles, des zones tampons et faire quelques requêtes spatiales.
Voilà, donc nous avons notre carte de préfecture de la Guinée. Nous avons vu comment pouvoir jouer sur la symbologie et l'étiquetage. Donc tout à l'heure, nous allons voir comment créer des requêtes spatiales. Pour le faire, nous allons double-cliquer pour aller dans la propriété de la couche ou faire un clic droit propriété qui va nous amener dans la propriété de la couche et nous allons cliquer sur source. D'accord? En bas de source, nous allons voir le constructeur de requêtes qui va nous sortir les champs et valeurs. Comme je vous l'ai dit, les champs, ce sont des colonnes et les valeurs sont en ligne. Dans la table attributaire que je vais montrer rapidement, table attributeur, nous avons les champs qui sont en colonne, c'est-à-dire que c'est ça, les champs là, pré, reg, regna, ce sont des champs KM. Nous avons les valeurs qui sont contenues dans les champs, voilà ça, c'est les valeurs qui sont contenues dans les champs. Nous pouvons sélectionner des entités à partir de la table attributaire et le prévisualiser sur le canevas de la carte. Comme toutefois nous pouvons faire, donc je vais sélectionner deux, par exemple en faisant un contrôle. Ok, vous verrez que je suis en train de sélectionner sur la carte. Quand je sélectionne dans la table attributaire, elle est automatiquement sélectionnée sur la carte. Toutefois, je peux annuler la sélection. Vous verrez que rien n'est sélectionné. Et nous pouvons sélectionner à partir de la carte pour le voir sélectionné ici. Pour le faire, nous cliquons sur l'outil sélection. Nous sélectionnons nos entités ici. Ok. Et quand nous venons dans notre table attributaire et qu'on glisse, vous verrez que l'entité a été sélectionnée. Donc, je vais continuer à le faire pour maintenir le contrôle et prendre Mamou et Kisdougou. Vous verrez que dans la table attributaire, Mamou et Kisdougou ont été ajoutés à la sélection de plus tard. Voilà la possibilité de pouvoir choisir des entités et à partir de la table attributaire ou à partir du canevas de la carte. Ainsi de pouvoir, parce qu'il n'y a pas encore de sélection, ainsi de pouvoir enregistrer les entités sélectionnées. Donc quand nous enregistrons les entités sélectionnées, on met entité sélection. Et que nous enregistrons tout le temps en laissant la case cochée pour ajouter le fichier qui sera sauvegardé à la carte. Nous verrons que quand nous désélectionnons notre préfecture région, les entités que nous avons sélectionnées ont été sauvegardées sur un autre nom qu'on appelle entité sélectionnée. Voilà la possibilité de pouvoir extraire plusieurs entités de façon simple sans passer par des requêtes. Mais quand cela ne tient, nous allons utiliser aussi des requêtes spatiales pour pouvoir en extraire les informations. Donc nous allons désélectionner les entités qui ont été sélectionnées, quitter en mode de sélection en prenant l'outil main. Vous remarquerez que nous pouvons déplacer ces différents outils pour les repositionner au niveau de la carte. Et si toutefois vous remarquez que vous avez perdu l'explorateur de la couche et la barre d'outils de traitement, il vous suffira de faire un clic droit et de pouvoir les recocher. Donc, je vais double-cliquer sur la préfecture région pour accéder à la propriété de la couche. Cliquez sur source. Ok, vous avez les informations par rapport à la couche ici. Donc, dans source, nous allons cliquer sur constructeur de requête. Nous allons ici essayer d'extraire les couches par leur nom. Et ici, je vais cliquer sur égal. Je vais appeler toute la valeur et je vais cliquer sur BOFA. Quand je mets OK et que je valide, vous verrez que c'est seulement l'entité qui est visible. D'accord? Pour pouvoir en extraire d'autres entités, au lieu de revenir dans la table attributaire, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'outil filtre. Il vous sort directement dans le constructeur de requête pour faire la construction. Et vous pouvez toutefois effacer et en construire autre en double-cliquant dans les champs égal et en cliquant sur tout pour double-cliquer sur Dabola. OK.
vous verrez que nous ne sommes plus dans BOFA, mais nous sommes maintenant dans Dabola. Voilà la possibilité de pouvoir en extraire et enregistrer les entités. Toutefois, si nous voulons créer des zones tampons, donc nous allons créer d'abord, on va quitter en mode filtre, ok, et nous allons partir pouvoir créer des infobulles. Nous allons toujours double-cliquer dans la partie pour voir les propriétés de la couche et cliquer sur affichage. Cela va nous permettre d'insérer notre infobulle en HTML, c'est-à-dire en langage. Donc pour le faire, nous allons mettre B pour dire que la donnée qui doit être là, saisie après ce symbole, doit être en gras. Nous allons mettre préfecture, 2 points. Nous allons fermer avec cet outil pour dire que le mot préfecture 2 points doit être en gras. Et quand vous finissez, il faut choisir l'entité qui doit s'afficher, qui est la préfecture. Vous cliquez. Là, vous avez choisi le champ que vous voulez que ça apparaisse par préfecture pour notre couche et vous l'insérez. D'accord? Quand vous finissez, il vous sera appelé de revenir à la ligne avec le code BR. D'accord? Et de taper entrée pour dire qu'il va revenir à la ligne, c'est un langage. Et de répéter le même process B pour insérer la superficie. Pour ce faire, je l'ai écrit superficie, 2 points. Celui-là, je vais le mettre aussi, je vais celui-là mettre en italique. Donc, je vais changer ce B pour le mettre en I. Voilà, il sera en italique. OK? Et je vais choisir la superficie. OK? Superficie. Et je vais aussi l'insérer. Et je valide. Et dès que je valide automatiquement, vous verrez que l'entité, en fait, quand vous laissez votre main sur l'outil, il va sortir automatiquement la superficie qui est là, Mali, et plutôt la préfecture Mali et la superficie en kilomètres carrés. Donc, pour que le mot kilomètre carré s'affiche, je vais juste l'ajouter à la fin. Valider. Et dès que je clique là, je ne clique pas, plutôt je laisse comme ça. Vous verrez que les données ont été renseignées. Donc voilà la possibilité de pouvoir insérer des infobulles. Donc préfecture, j'ai espacé avec un clic espace pour pouvoir espacer les écritures puisque au départ ils étaient collés. Donc nous avons préfecture Cancan, superficie 117 348,51 km². Voilà comment insérer les infobulles. Nous allons voir comment aussi créer des graphites sur notre couche. Pour le faire, vous allez cliquer sur diagramme, défiler pour prendre en camembert et choisir nos entités que nous allons bien vouloir présenter. Pour ce faire, nous allons cliquer sur mal. Vous pouvez double-cliquer, il va venir automatiquement ou avec ce outil plus et tot. Donc quand j'ai fini, je vais juste cliquer OK et vous verrez que notre graphique s'est ajouté avec succès sur notre carte. Et quand je viens là-dessus, vous verrez que l'infobulle aussi est actif. Donc la dernière fois, nous avons eu à calculer la densité et faire une autre symbologie de façon graduée. Pour ce faire, je vais double-cliquer sur la couche. Je vais venir dans symbologie graduée. Je vais prendre la densité que nous avons calculée la dernière fois. OK? Et nous allons appliquer notre
Voilà, nous avons fait notre symbologie graduée pour montrer la densité. Et nous avons vu à l'interne comment calculer la densité de la population à partir des requêtes. Donc, nous avons fait 3 analyses dessus. Nous avons calculé la densité dans la formule que je vais d'ores et déjà vous montrer ou pouvoir faire ces calculs. Pour le faire, vous venez dans la table attributaire. Avant de calculer la densité, nous avons d'abord essayé de faire ressortir la population totale. Pour faire ressortir la population totale, nous sommes entrés en mode édition. Nous avons cliqué sur l'outil ouvrir la calculatrice des champs. Avec cet outil, nous avons nommé notre propre total avec un nombre entier décimal réel d'une précision de 2. Donc, nous sommes venus dans les champs et valeurs pour prendre la population mâle additionnée à la population femelle en 96, qui nous a donné la population totale qu'on a enregistrée. À l'issue de la population totale, nous avons également calculé la densité en créant un champ densité pour la densité dans toujours champ et valeur. C'est population totale que nous avons pris. On l'a divisé par la superficie et qui nous a donné la densité. Et pour calculer la superficie également, nous avons cliqué sur la calculatrice de champ, sur la superficie, et nous sommes venus dans le volet géométrie, area. Nous avons divisé par 1 million, ok, pour pouvoir avoir la superficie en kilomètres carrés. Donc, dans cet outil, vous aurez toutefois les colis brackets avec area. Il y a des colis brackets avec length pour calculer la longueur pour des entités linéaires. Nous avons colis brackets pour tout type de calcul. Donc, ça c'est pour le périmètre. Nous avons pour calculer la longueur. Voilà comment nous avons procédé pour pouvoir faire toutes ces analyses afin de déterminer ici notre densité. Et que nous avons fait une analyse, plutôt une symbologie graduée. Ok, nous les avons classés. Ok, donc quand vous finissez de choisir plutôt la palette de couleurs, vous cliquez sur classer, il va les classer comme ça et vous appliquez. Voilà un peu là où il va quitter du blanc jusqu'au rouge pour montrer la concentration de la population. Et je vais essayer de faire l'étiquetage. Pour faire l'étiquetage, déjà nous l'avons vu dans propriété des couches, étiquette, qui va essayer de donner l'étiquette par rapport au nom des préfectures, puis valider. Mais vous remarquerez qu'à cause de la concentration des informations sur les cartes, tous les noms n'ont pas pu figurer sur la carte. Alors, pour y remédier, d'accord, je vais annuler l'étiquetage à partir d'ici, quitter en mode édition, venez dans notre extension, dans Easy Custom Labeling, que nous avons installé dans l'outil d'installateur ici. Il va se connecter au dépôt et nous sortir. On a déjà vu ça, donc du coup, on va venir dans Easy Custom Labeling pour faire l'étiquetage. De ce fait, nous allons double-cliquer sur notre entité, dans symbologie, diminuer la largeur, revenir dans l'étiquetage et choisir notre étiquette qui est le nom. Prêt. Moi, je vais essayer de le concaténer avec d'autres informations de champ qui peut être
Donc, j'ai concaténé l'information. Voilà, vous pouvez concaténer avec plusieurs champs. D'accord? Oui? Je tape sur OK. OK. Vous verrez que les informations ont été ajoutées. Alors, pour pouvoir éditer ces informations, je vais cliquer sur Edit, Labeling, et je vais cliquer sur pour chaque information. Je vais essayer d'abord de les déplacer. Et voilà la possibilité qu'a QGIS de pouvoir faire l'étiquetage de façon dynamique. Un moyen très efficace d'y arriver. Donc, après avoir repositionné l'étiquette, vous avez la possibilité de pouvoir jouer sur la taille. Donc, vous pouvez jouer sur la taille et changer de police. Voilà en quelque sorte comment pouvoir étiqueter de façon dynamique avec d'autres extensions. Donc, nous allons procéder à la mise en page. Mais bien avant cela, donc on va procéder d'abord à la mise en page. Pour le faire, vous avez deux possibilités pour vous y rendre. Vous avez projet, nouvelle mise en page ou raccourci CTRL-P. Donc très rapidement, nous allons ajuster notre mise en page et nous allons ajouter notre carte. Glisser, déposer. Vous voyez que notre carte a été ajoutée de façon correcte. Ce n'est qu'un exemple, parce qu'il y a les histogrammes qui s'y collent. Donc, pour pouvoir diminuer ou jouer sur les histogrammes, vous pouvez revenir dans la carte. OK. Dans diagramme, taille, on va diminuer la taille jusqu'à, disons, 9. OK. Et nous allons venir dans notre couche, suivre les modifications, cocher et désactiver pour actualiser la mise en forme. Donc je crois que celui-là il est encore bon. Donc je vais diminuer, je vais diminuer. Je vais continuer à diminuer rapidement. Voilà. Je vais, réactualiser. Et par rapport à la carte, nous allons essayer d'importer les éléments de la carte comme je vous l'ai dit dans la présentation. Le premier élément est la légende. La légende. Donc pour la légende, celui-là, vous désactivez la mise à jour automatique et vous supprimez ça. Donc, nous avons la légende. OK. Et pour pouvoir corriger la légende ici, il n'est possible que pour les diagrammes que de revenir dans la carte, double-cliquer sur la couche et dans Attributs, on double-clique là, on met homme en 96, femme en 96, puis population totale et puis on valide. D'accord? Automatiquement, vous avez ces différentes rubriques. Donc nous allons revenir dans notre carte pour pouvoir faire cette mise à jour. Pour le faire, vous supprimez et vous le rappelez. Voilà.
Donc, nous allons désactiver la mise à jour automatique et supprimer le labeling. Nous allons mettre le titre de notre légende. D'accord? Déjà, nous avons vu la manipulation par la légende pour la police du titre, ici, titre du groupe. D'abord du titre de la légende qui est là, la police. Et pour les étiquettes des éléments, la police. Donc nous avons vu la façon de le mettre d'augmenter les symboles, de le mettre en 2 colonnes. Nous avons vu la possibilité de les espacer. Également, nous avons vu, donc où en étais-je? D'accord. Donc dans la légende, nous allons corriger le mot préfecture. On va mettre et puis valider. Donc vous avez la possibilité de mettre un cadre derrière. Ok, voilà ce cadre. Donc je vais déplacer un tout petit peu, voilà. Et même pour notre cadre, on va mettre un cadre. Voilà, pour notre vue de cadre, voilà ça. Et après, tout simplement, vous allez ajouter la flèche du nord. Ce sont les éléments essentiels de la carte. Et également ajouter l'échelle. Ok, je vais le centrer. Et toutefois, il y a la possibilité de rajouter le titre. De rajouter le titre. Ok. Donc, ici, nous allons modifier automatiquement. Donc, dans présentation de la densité des préfectures. Voilà. Donc, nous avons ça. Vous pouvez centrer, ok, des deux côtés. Jouer sur la police pour en augmenter en cliquant dessus. Ok. Je vais augmenter encore un peu plus. 18. Ok, si c'est comme ça, il vous suffira tout simplement de tirer. Voilà, et de le recentrer. D'accord. Voilà. Toutefois, vous avez la possibilité de continuer à mettre un cadre ou également à mettre un fond de carte, un arrière-plan en blanc ou voilà. Donc vous avez la possibilité de pouvoir manipuler tout ce qui est là. Donc voilà en quelque sorte comment pouvoir y arriver jusqu'à la mise en page. Et nous allons essayer d'exporter cela comme image ou en SVG ou en PDF. Donc nous ici nous allons pouvoir l'exporter en image. Donc quand vous l'exportez, vous pouvez toutefois donner le titre, démo, et l'enregistrer dans votre base de données, dans votre plutôt dossier. Et automatiquement, vous tapez sur Save, il va exporter et il va vous sortir la notification que ça a été fait avec succès. Et juste après ça, pour ne pas toutefois vous mettre à faire la même mise en page, vous pouvez enregistrer le modèle de mise en page. Enregistrer comme modèle, voilà. Quand vous enregistrez, il va enregistrer cette mise en page en modèle. Toutefois, quand vous avez les mêmes activités à refaire, vous n'aurez qu'à importer le modèle. Voilà, en quelque sorte, dans la légende, je vais retravailler sur un peu la légende. On va mettre densité de la population. Voilà. Voilà. Densité de la population / préfecture. Voilà, c'est ce qui est correct comme information. Je vais écraser l'autre fichier qui a été joint. Et tada, c'est fait.
et c'est correctement exporté. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de parler d'autres analyses de requêtes qu'on peut faire dans la carte, qui peuvent d'abord, je vais prendre la main. OK. Donc, pour le faire, nous avons l'outil de géotraitement, OK, pour créer les zones tampons, d'accord, par rapport au cours d'eau. Pour le faire, je vais exporter les entités, d'accord, linéaires. Je vais d'abord sauvegarder, quitter en mode édition. Pour le faire, nous avons vu l'option Quick OSM, on en a déjà parlé. Ok, d'abord il y avait les requêtes ici. Donc, vous avez déjà le manuel, le dossier de nomenclature pour pouvoir construire des requêtes. Nous allons essayer d'envoyer les routes ou les cours d'eau. Voilà, les cours d'eau. Waterway égale river. Et je vais mettre en Guinée. Ok. Et je vais montrer d'abord la requête pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ok. C'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Et je vais exécuter la requête. Donc, il nous a ajouté les différents cours d'eau qui se trouvent en Guinée. D'accord? Donc, la requête a été simple. Et il va envoyer des couches avec l'icône temporelle. C'est-à-dire que cette couche, elle est temporaire. Pour pouvoir manipuler la donnée, comme je vous ai toujours dit, il faut d'abord la enregistrer en shapefile pour pouvoir mieux la manipuler. Alors, nous allons exporter notre entité pour mettre cours d'eau. On va mettre river. Je vais sauvegarder et l'ajouter. Automatiquement, je peux supprimer cette entité temporaire pour pouvoir travailler avec l'entité qui est là. Donc, je vais donner la coloration de bleu parce que c'est un cours d'eau. Et aller dans la propriété symbologie pour diminuer la largeur. Voilà. Ok. Je crois que c'est mieux comme ça. Je vais augmenter un tout petit peu. Voilà. Donc ici, nous allons créer des zones tampons. C'est-à-dire que tout ce qui sera auprès de ces cours d'eau-là à 10 mètres, on va créer des zones tampons pour montrer l'inondation. Donc pour le faire, on vient dans Vecteur, outil de géotraitement, tampon. Donc, comme vous le voyez, vous aurez un descriptif ici. Cet algorithme calcule une zone tampon pour toutes les entités d'une couche d'entrée en utilisant une distance fixe ou dynamique. Pour y arriver, déjà, nous avons notre couche rivière qui a été sélectionnée par défaut. La distance des tampons, on va le changer. Vous verrez qu'il y a une erreur d'attention pour dire que nous sommes en degrés, dont la distance n'est jamais en degrés. Donc il faut changer pour le mettre en mètres ou en kilomètres pour que la distance puisse prendre. Pour le faire, nous allons fermer pour aller dans la propriété de la couche. Pour venir dans l'unité de mesure qui est en mètres, unité de mesure qui est en mètres, ok, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, vous allez préciser la distance de gauche à droite de 20 mètres. 20 mètres à gauche, 20 mètres à droite. Les segments, vous laissez sur 5. Le style en rond et la limite d'angle à dessous 2. Donc, regroupez les résultats et vous exécutez la requête. Il va créer des zones tampons. Donc, vous avez les autres outils par rapport au vecteur pour couper entre deux polygones qui s'entremêlent. D'accord? Pour faire ressortir la différence entre deux polygones qui sont superposés. Pour regrouper deux polygones qui sont collés, vous les regroupez. Pour faire l'intersection entre deux polygones, union, et vous verrez toujours une icône et un descriptif.
Voilà, donc c'est pourquoi il était important pour vous de comprendre déjà les terminologies cartographiques et de pouvoir utiliser les données. Nous avons vu comment pouvoir ajouter les données vecteurs, les manipuler jusqu'à l'ajout. Okay. Nous allons également voir comment ajouter les données CSV. La dernière fois, nous en avons vu. Nous allons voir comment pouvoir les ajouter. Pour pouvoir les ajouter, vous venez dans Data Source Manager, vous tapez sur Test Delimited pour les données séparées par les virgules ou les points virgules. Vous tapez sur Données Data CSV, je l'ai déjà préparé. Vous verrez que la donnée est automatiquement entrée et la table attributaire a été rajoutée. Si tel n'est pas le cas, c'est que vous devez la paramétrer de la sorte en choisissant le point, si c'est les points qui sont prédéfinis dans votre fiche CSV, et de renseigner les champs X pour la longitude et les champs Y pour la latitude contenus dans votre fiche Excel CSV. Et ainsi, vous pourrez ajouter vos différents points. Donc, comme vous le voyez, mes différents points ont été ajoutés à la carte. D'accord? Donc, après ça, nous pouvons déjà travailler comme on l'a vu dans la symbologie pour pouvoir étiqueter et plutôt faire la symbologie de notre entité. Donc, je vais choisir celui-là. OK? Voilà. Donc, dans ma mise en page, quand je cherche à réactualiser, OK, donc mes données viennent de façon automatique. Et pour pouvoir ajouter ce qui a été ajouté, la donnée ponctuelle qui a été ajoutée, je clique sur la légende, je tape sur ajouter, je tape sur data qui a été ajoutée et les données ponctuelles sont venues. Donc, je peux modifier pour changer le nom au lieu de data. Je vais mettre data, données collectées. OK? Automatiquement, il va renseigner notre donnée. Donc, voilà en quelque sorte. Donc, je vais exporter ça pour mettre démo 2. Pour l'enregistrer. Voilà, il est sauvegardé. Donc, nous avons vu quelques modifications par rapport à tout cela. Et je crois que vous recevrez très prochainement un démo pour SIG et plutôt pour la télédétection, le remote sensing avec le logiciel ArcGIS. D'accord? Le package. Donc, nous allons travailler toujours dans ArcMap. Donc, dans le Data Source Manager, on a déjà parcouru. Ça, c'est pour les rasters, pour les images, les vecteurs, les tests d'éléments. Voilà les trois que nous utilisons très fréquemment. Donc, il était question de pouvoir créer les zones tampons. Donc, dans tampon, pour éliminer ce degré, il faut reprojeter d'abord votre couche. Votre couche est dans le système de projection WGS 84. OK? Pour que la distance puisse être prise en compte, il faut la reprojeter, c'est-à-dire avec un SCP, système de coordonnées projetées. Et pour ce faire, quand je viens dans vecteur jeu de traitement, vous verrez qu'il y a avertissement. Mais toutefois, puisque les données sont non seulement dans la zone 28 nord et 29 nord, donc on ne peut pas appliquer les deux projections à la fois. Donc il faut scinder les points en deux. Vous pouvez d'abord, on va scinder rapidement avec l'outil. Donc je les ai sélectionnés et enregistrés dans d'autres formats. Je vais décocher ce data, je vais même le supprimer. Donc nous avons les deux data, data 1 pour ici et data 2 pour l'autre côté, comme vous voyez la coloration dans la légende. Donc je vais venir dans vecteur, outil de jeu. D'abord, le reprojeter, d'accord? Pour le reprojeter, vous venez dans source, vous mettez 28, celui-là il est où d'abord? Je vais d'abord me rassurer où est, voilà, dans 28 nord, dans 28 nord. Donc WGS 84 28 nord. Non, ça c'est WGS 84 28 nord. Je valide.
OK. Donc, je vais aussi reprogrammer. Donc, je vais prendre celui-là dans le vecteur. Donc, tampon, vous verrez qu'il n'y a plus de, comment on appelle ça, d'alerte. Donc, une fois que c'est reprojecté, vous avez la possibilité de créer les zones tampons. Je vais mettre à 25, 28, OK, mettre, voilà, et vous pouvez exécuter automatiquement la requête. Et vous voyez ce changement des résultats algorithmes terminé. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça on peut créer des requêtes. Voilà. Nous allons également essayer de voir comment remplir le remplissage SVG. Quand je double-clique sur la touche, vous avez la possibilité dans la symbologie de cliquer sur symbole et faire remplissage SVG. Et que je vais prendre une goutte d'eau, vous verrez qu'il n'y a pas de goutte d'eau ici. OK? Mais dans ce cas, pour le faire, nous allons venir dans notre navigateur, dans publication à mobile vector. OK, je vais transférer l'icône. Je vais par exemple prendre une icône SVG que je vais enregistrer. OK? Une icône SVG. OK, que je vais enregistrer en web. Je vais le mettre sur le bureau. Donc plutôt je vais prendre une autre icône, avatar en couleur rouge, je vais télécharger en SVG, voilà, je vais le mettre sur le bureau. Donc quand je viens dans mon outil de cartographie, je ne retrouve pas les autres symboles SVG que je veux, SVG. Donc mon avatar en couleur, en colère, je vais le prendre ici. Voilà, il est là, il est en colère. Je vais augmenter sa taille à 15. Voilà, je viens d'avoir mon avatar en couleur et je l'ajoute. Voilà. Donc, je vais tout simplement copier les styles pour les appliquer. On a déjà vu ça pour travailler de façon très rapidement. Voilà ça. Donc, la taille est grande. Je vais essayer de diminuer la taille à 5. Okay, je clique sur ça. Je vais mettre 5 et valider. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire la même chose pour celui-là. OK. Donc, voilà une autre possibilité de faire, d'ajouter des images qui ne sont pas prédéfinies dans notre SVG, voilà, qui ne sont pas là. Il vous suffira tout simplement d'aller, voilà ça. Donc quand je viens dans la mise en page et que je fais la mise à jour, d'accord, voilà ça. Donc vous avez la possibilité, d'accord, de venir dans les SVG pour pouvoir, voilà, il y a beaucoup d'images ici. Donc le lien vous sera partagé. OK, je vais vous partager le lien. D'accord. Dès que vous tapez sur Goto, vous avez tout ça en image. Il y en a jusqu'à plusieurs, jusqu'à 230 pages. Donc vous allez rechercher l'image que vous voulez représenter au mieux votre entité ponctuelle. OK, et vous appliquez. Donc voilà la façon de pouvoir y travailler. Donc en quelque sorte, voilà tout ce que nous avons pu avoir en termes de ce démo pour commencer à intégrer les données de différentes manières, de pouvoir les manipuler et de pouvoir faire certaines requêtes spatiales, la symbologie, l'étiquetage, et de pouvoir mettre cela en mise en page. Très prochainement, vous verrez aussi la vidéo pour pouvoir travailler avec Remote Sensing dans ArcMap, et je vais scinder les deux vidéos. Donc je reste joignable. Donc je serai joignable à partir de mes contacts et de mon adresse email pour d'éventuelles utilisations ou encore collaboration ou formation dans différents domaines. Merci.
et bonne session de travail à vous. Bye bye.